de la prairie qui se rejoignent pour former la large rivière boueuse qu'est le Cimarron et que les membres de la tribu aient à eux tous accumulé des millions de dollars. Pour la seule année 1923, la tribu perçut plus de 30 millions de dollars, soit l'équivalent de plus de 400 millions de dollars actuels. Les Osages étaient alors considérés comme le peuple le plus riche par individu au monde. « Voyez et contemplez », s'exclamait un journaliste de l'hebdomadaire new-yorkais Outlook. Les Indiens, au lieu de mourir de faim, jouissent de revenus réguliers qui rendent les banquiers malades de jalousie. Le public était subjugué par la prospérité de la tribu qui venait contredire les images associées au premier contact brutal que les Amérindiens eurent avec les Blancs, le péché originel sur lequel le pays était né. Les journalistes titillaient leurs lecteurs avec des articles sur la plutocratie osage et les millionnaires rouges aux manoirs en briquettes de terre cuite et chandeliers, avec bagues de diamants, manteaux de fourrure et chauffeurs. Un reporter s'émerveilla devant les filles osages qui fréquentaient les meilleures écoles d'Europe et portaient de somptueuses tenues françaises, comme si une très jolie demoiselle des boulevards de Paris était venue errer par inadvertance dans cette petite réserve. À la même période, les journalistes s'emparaient de tous les détails qui rappelaient le mode de vie traditionnel des Osages et qui semblaient faire vaciller l'opinion que le public blanc avait des Indiens sauvages. Un article faisait référence à un cercle de voitures de luxe entourant un feu de camp où les propriétaires, au teint hâlé et enroulés dans des couvertures bariolées, cuisinent leur viande selon les rites primitifs. Un autre décrivait comment un groupe d'Osages arriva à bord d'un avion privé pour assister à l'une de leurs danses, une scène qui rivalise avec le savoir-faire du romancier dans l'art de dresser un portrait. Pour ajouter à la perplexité du public envers les Osages, on pouvait lire dans le Washington Star « La complainte « Voyez ces pauvres Indiens » pourrait bien être revue pour « Oh, les riches peaux-rouges ». Grey Horse était l'une des plus anciennes réserves amérindiennes. Ses avant-postes, dont Fairfax, qui ressemblait à une bourgade avec ses 1500 habitants, et Pawhuska, la capitale osage, avec une population de 6000 âmes, avaient des allures de mirage. Les rues grouillaient de cow-boys, de chercheurs d'or, de contrebandiers, de voyants, de guérisseurs, de bandits, de marshals, d'hommes d'affaires venus de New York et de magnats du pétrole. Des automobiles roulaient en trombe sur des sentiers tracés par le passage des chevaux et l'odeur du carburant l'emportait sur le parfum de la prairie. Des rangées de corbeaux observaient ce manège de haut, depuis les lignes téléphoniques. On y trouvait des cafés, des salles d'opéra et des terrains de polo. Bien que Molly ne dépensât pas son argent avec autant de largesse que ses voisins, elle s'était fait construire une magnifique maison en bois brut à Grey Horse même, près du vieux tipi familial à la structure de fines perches recouvertes d'étoffes tressées et d'écorce. Elle possédait plusieurs voitures et des domestiques. Ceux qui profitaient des Indiens, comme c'était le cas de nombreux colons, méprisaient ces travailleurs migrants. Habituellement, les domestiques étaient noirs ou mexicains, mais au début des années 1920, un visiteur de passage dans la réserve fut choqué de voir que, même des Blancs, accomplissaient toutes les tâches subalternes de la maison sur lesquelles aucun Osage ne se serait penché. Molly était l'une des dernières personnes à avoir vu Anna avant qu'elle disparaisse. Ce jour-là, le 21 mai, Molly s'était levée à l'aube, vieille habitude qu'elle tenait de l'époque où son père saluait le soleil tous les matins. Elle entendait le chœur des sturnelles, des bécassines et des tétras des prairies, aujourd'hui recouverts par le bruit des derricks martelant le sol. Contrairement à de nombreux amis à elle, qui évitaient de porter les habits osages, Molly enveloppait ses épaules d'une couverture indienne. Elle ne s'était pas non plus fait une coupe à la garçonne et laissait ses longs cheveux noirs déferler dans son dos, dévoilant son visage saisissant, aux pommettes hautes et aux grands yeux marrons. Son époux, Ernest Burkhardt, avait grandi avec elle. C'était un blanc de 28 ans, doté de la physionomie idéale pour faire de la figuration.